Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h34 et on accueille tout de suite Éric Galliègue. Éric, je vous le rappelle, est président de Valcan Expertise et tous les vendredis, il nous fait une synthèse, un bilan de la semaine écoulée en abordant les principaux points macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quel est le bilan de la semaine, Éric ? Bilan négatif dans un contexte donc de forte volatilité, on l'a bien compris, avec des périodes de quelques jours de forte hausse. Et des périodes de quelques jours de forte baisse avec des variations quotidiennes de 2% et plus. Donc c'est une forte volatilité. Et au total, en fonction du point de départ de ces mesures hebdomadaires, puisqu'on était quand même à 6700 quasiment au plus haut, il y a une semaine, on a perdu donc entre 3 et 3,5% suivant les mesures entre l'Europe et les États-Unis, avec un phénomène majeur cette semaine, c'est la chute de l'euro qui a perdu 3%. On va aborder les actualités que vous avez sélectionnées pour nous. On commence avec la baisse surprise du PIB américain qui cède. Alors j'ai 1,4%, c'est ça de mémoire. 1,4%. Donc 1,4%. Le PIB américain du premier trimestre a perdu 1,4%, alors que le consensus était à 1,5%. Donc il y a un gap de près de 3%, c'est quand même très important. C'est lié essentiellement en fait à l'impact de dépenses publiques plus faibles. C'est un élément que j'avais souligné il y a déjà quelques temps, à savoir qu'en fait le déficit public américain est en train de chuter, est en train de baisser. Il reste important, mais il baisse beaucoup. Et donc en variation, la variation du déficit en pourcentage constitue un frein très important à la conjoncture économique américaine. On distribue moins de chèques. C'est ça, moins de soutien à l'économie et à la consommation des ménages. C'est ça, plus un impact de l'extérieur qui était négatif. C'est-à-dire que les États-Unis ont beaucoup plus importé qu'ils n'ont exporté. Ceci donc explique les moins 1,4 de PIB de ce premier trimestre, ce qui est quand même une énorme surprise. Et bien sûr une surprise négative. Une surprise négative. On poursuit avec les PMI dans la zone euro qui ressortent plutôt de bonnes factures, qui sont de bonnes factures. Alors oui, en revanche, on a eu sur des indicateurs avancés, cette fois-ci, puisque la publication d'un PIB, c'est plutôt un indicateur concomitant ou lagué, comme on dit. Donc là, on est plutôt sur les indicateurs avancés. Donc les fameux indicateurs de market, les PMI, qui constituent des sondages auprès des entreprises. Des directeurs d'achat. Des directeurs d'achat, des entreprises en général, pour prendre un peu le pouls de la conjoncture. Ce sont des indicateurs avancés, ça ne fait que mesurer la psychologie des entreprises et des acheteurs. Donc globalement, on a plutôt une bonne nouvelle en Europe. On a l'impression d'une forme de résilience des entreprises. Et donc ces chiffres ont été largement supérieurs à ce qui était anticipé dans les grands pays européens. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Ça veut dire qu'au moins du côté des entreprises et de l'investissement, normalement, on a un soutien en Europe. Donc si on doit avoir un fléchissement conjoncturel, il sera beaucoup plus lié aux consommateurs et à la confiance du consommateur qui, effectivement, de son côté, est plutôt en berne. Ok. Vous avez remarqué une décollecte très importante dans les fonds ? Alors, c'est vrai que le BOFA, donc la Bank of America, publie, son département de brokerage publie chaque semaine, en fait, le flow show, c'est-à-dire l'évolution, en fait, des flux dans les fonds. Donc les flux dans les fonds, les flux s'en vont des fonds, ils quittent les fonds. Ouais, décollecte. Il y a une décollecte très importante dans la semaine du 14 au 20 avril, donc c'est du très très récent. Là, je vais montrer un graphique qui était plus explicite, qui évoque la baisse assez impressionnante depuis par rapport à une période donc de moins 5 ans. Donc on a vraiment une décollecte outflow donc des actions européennes, des fonds d'action européennes. Ça montre que les investisseurs sont quand même en stress. Si on quitte les fonds, c'est parce qu'on est en stress, on revient sur du numéraire, en fait, sur les portefeuilles. Donc effectivement, ça me semble confirmer une situation de stress et de psychologie très défavorable donc, au plan financier. C'est bien sûr une information négative. Une information négative. On finit avec les publications. Donc on est en période de publication, en France, en Europe, partout dans le monde, d'ailleurs, donc effectivement en France aussi. Et on parle des techs françaises, et notamment Capgemini qui publie. Finalement, les publications sont bonnes, dans le fond. On a eu des très très bons chiffres de Capgemini, on a eu des très bons chiffres de Alten. Capgemini a publié du 17,7
à taux de change constant, et à périmètre constant 20,7% pour Alten. C'est des chiffres qui sont effectivement extrêmement importants et vraiment supérieurs aux attentes. Donc ça, c'est bien sûr des bonnes nouvelles. C'est ce qui permet au marché de ne pas chuter plus au cours donc, des dernières semaines. C'est parce qu'effectivement, on a des publications trimestrielles pour le premier trimestre 2022 qui sont vraiment intéressantes. Alors, elles intègrent un phénomène final de fin de confinement, il ne faut jamais l'oublier. Mais également un début de conflit en Ukraine aussi. Du coup, il y a un mois et demi, 24 février, fin mars, il y a un peu plus d'un mois de conflit en Ukraine. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse considérer que les premiers trimestres aient vraiment intégré ça. C'est plus dans le ton des communiqués des entreprises qu'on peut voir effectivement cette inquiétude. Mais bon, oui, 24, on a un mois sur 3. Bon, alors après, c'est vrai que les comptes trimestriels sont toujours douteux. Ça, c'est ma conviction personnelle en tant qu'analyste financier. Je trouve que c'est un peu stupide. Mais effectivement, les chiffres sont là. Ils sont très, très favorables. On pourrait passer du temps à les interpréter. Je pense qu'il y a une interprétation macroéconomique aussi. C'est-à-dire, finalement, c'est un peu normal que les entreprises publient des chiffres supérieurs parce qu'il y a de l'inflation. Parce qu'elles ont réussi à intégrer l'inflation dans leur prix de vente, en fait. L'inflation, elle est bien. Si l'inflation progresse, c'est parce que les entreprises arrivent à augmenter leurs prix. L'effet prix pricing power, comme on dit, et à préserver leurs marges. Surtout les valorisations sont calculées sur les marges, a priori, marge opérationnelle, marge nette. Il y a un raisonnement à faire par rapport à ça qui est très important, qui est de dire que finalement les entreprises vont peut-être avoir tout de suite les bénéfices de cette inflation, en quelque sorte, au niveau de leur prix de vente, encore que ça se discute, mais je pense que c'est ce qu'on regarde, ce qu'on voit quand même. Alors que au niveau des salaires, l'impact va être décalé dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des négociations collectives qui se font, qui ont été faites en début d'année, qui sont faites à 2,5% pour la France, par exemple. Et donc c'est vrai que dans le prochain round de négociations qui va avoir lieu dans les mois futurs, eh bien, les syndicats et les salariés et leurs représentants vont demander déjà un rattrapage. Donc ça veut dire que les entreprises vont devoir intégrer ces rattrapages dans leur prix de vente pour conserver leur marge. Et si elles ne le font pas, les valorisations vont mécaniquement baisser. Voilà, les bénéfices baisseront. Les valorisations, on verra après, mais je veux dire, les bénéfices seront affectés. Donc c'est un phénomène, évidemment, qui est un sujet majeur aujourd'hui, qui est intégré, interprété par les analystes et les économistes pour comprendre exactement l'impact que ça peut avoir sur les entreprises, parce que c'est vrai que la bonne santé des entreprises, c'est un sujet vraiment important, parce que l'investissement reste, avec la consommation, l'un des deux grands moteurs de la croissance économique. L'investissement qui pâtit des taux de marché extrêmement, qui ont pris énormément ces dernières semaines. C'est pas très encourageant pour... Alors, c'est plutôt pour l'immobilier. L'investissement des entreprises, je pense que ça dépend relativement peu de ces taux-là, voire pas du tout. Ça dépend plus des perspectives et des opportunités d'investissement. Il y a les CAPEX, les machines, investir en machines, voilà, il y a quand même... La hausse des taux, elle va beaucoup plus toucher l'immobilier. L'immobilier d'entreprise. Notamment aux États-Unis, on en parle peu, mais c'est une catastrophe. L'immobilier, c'est fini. L'immobilier, c'est fini. Avec toutes ces informations, Eric, et celles dont vous ne nous avez pas parlé, quelle est la synthèse de cette semaine ? Alors c'est une synthèse neutre, c'est assez rare depuis plusieurs semaines d'avoir une actualité globalement neutre. C'est vrai qu'on a mis un petit peu en avant ces bons indicateurs avancés de l'Europe, c'est bien sûr publication de résultats et de ventes d'entreprises du premier trimestre 22 qui sont très supérieures aux attentes, notamment aux États-Unis. C'est ce qui expliquait le rebond d'hier soir à Wall Street, notamment sur Meta Platform, donc qui a publié des choses plutôt sympathiques. Donc ça, c'est objectivement des bonnes nouvelles. Et puis il y a des mauvaises nouvelles. C'est bien sûr objectivement la baisse du PIB américain. C'est quand même le premier trimestre de baisse depuis la crise sanitaire. Et c'est constitutif d'un début de récession. Il en faut un deuxième. Il faut parler consécutif. Je pense qu'il y a plus de probabilité qu'on en ait. Une deuxième baisse est très élevée parce que c'est la consommation qui va flancher. La consommation ne va pas flancher au premier trimestre. Aux États-Unis, on était à 2,7. Donc c'est maintenant que ça va flancher, je pense. Que c'est en train de... Donc vous anticipez une récession aux États-Unis fin juin ? Oui. Oui. Oui, je pense qu'il y a un risque récessif important. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui. Et donc, en fonction de ça, donc notre actualité est globalement neutre, puisqu'on a eu des éléments donc, positifs qui étaient quand même significatifs, mais ils n'ont pas réussi à compenser
Enfin, ils ont compensé, exactement, Ça, la baisse du PIB et l'élément négatif financier de la sortie des investisseurs des fonds. Des fonds. Ok, merci. Avec cette synthèse, avec ce rating, quelle est votre recommandation d'investissement ? Nous, on recommande toujours la plus grande prudence. Pour être clair, on recommande de vendre les actions, pour ceux qui en ont encore. Il est encore temps de vendre, me semble-t-il. Surtout à 6500 points, ce qui est un chiffre, je ne sais pas combien, 6557, ce qui est un Exactement, 6575, tout à fait précis. Absolument très élevé par rapport au contexte général tel qu'on a pu le commenter. Et donc, au mois de mai, qui commence lundi, je pense que le marché va se retourner. Ok, très clair, merci. Écoutez, pour une fois que vous nous donnez une prévision à très très court terme, on la prend volontiers et on la commentera, Eric. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez été avec nous tous les vendredis et que, écoutez, c'est la stratégie hebdo, comme on l'appelle. Merci beaucoup, Eric. Vous êtes président de Valcan Expertise et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. On marque une pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition de TV Finance. À tout de suite.